INA Podcast. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 5e épisode, l'abbé Faria. Le 1er mars 1815, Napoléon Ier débarque à Golfe-Juan et Louis XVIII s'enfuit. Les bonapartistes, encore traqués la veille, s'apprêtent à reprendre le haut du pavé, tel un certain Noirtier, qui n'est autre que le père de Gérard de Villefort, royaliste et ambitieux substitut du procureur du roi. Justement, Villefort, alors que Louis XVIII était encore sur le trône, a fait enfermer le jeune Edmond Dantès au château d'If à la suite d'une dénonciation mensongère anonyme. Il faut dire que Dantès détenait, sans le savoir, une lettre extrêmement compromettante pour Noirtier. Napoléon ayant repris le pouvoir, l'armateur Morel qui employait Edmond Dantès en qualité de second à bord de l'un de ses navires, tente une démarche auprès de Villefort pour faire hâter sa libération. Le substitut répond favorablement à cette requête et va même jusqu'à rédiger à l'adresse du ministre de la Police une pétition qu'il fait signer par Morel. Mais, au lieu de l'envoyer, il la garde précieusement dans un tiroir. Elle constituera, si jamais Louis XVIII remonte sur le trône, une accusation accablante. Et, le 22 juin 1815, Napoléon abdique pour la seconde fois. Nous sommes à présent le 30 juillet 1816. Dans son cachot, Dantès ignore tout de l'épopée des 100 jours et du retour des Bourbons. Je ne sais pas pourquoi on nous fait faire ces tournées inutiles. Qui voit un prisonnier en voit 100, qui entend un prisonnier en entend 1000. C'est toujours la même chose. Mal nourri et innocent. En avez-vous d'autres? Oui, nous avons les prisonniers dangereux ou fous que nous gardons au cachot. Faisons notre métier jusqu'au bout. Descendons dans les cachots. Oh, Dieu, quelle puanteur! Des miasmes de mort. Qui diable peut loger là? Un conspirateur des plus dangereux et qui nous est particulièrement recommandé comme un homme capable de tout. Le numéro 34. Il est seul? Oui. Depuis combien de temps est-il là? Depuis 1 an à peu près. Il a été mis dans ce cachot dès son entrée? Non, monsieur l'inspecteur général. Seulement après avoir voulu tuer le porte-clés chargé de lui porter sa nourriture. Ah oui. Mais c'est donc un fou que cet homme. C'est un démon, monsieur. Voulez-vous qu'on s'en plaigne? Inutile. Il est assez puni comme cela. Avant 1 année, il sera complètement aliéné. Ma foi, tant mieux pour lui. Une fois tout à fait fou, il souffrira moins. Vous avez raison. Nous avons dans un cachot qui n'est séparé de celui-ci que par une vingtaine de pieds, et dans lequel l'on descend par un autre escalier,
Un vieil abbé, ancien chef de parti en Italie. Il est ici depuis 1811. Et la tête lui a tourné vers la fin de 1813. Depuis ce moment, il n'est pas physiquement reconnaissable. Il pleurait, il rit. Il maigrissait, il engraisse. Je veux voir ces deux prisonniers, monsieur le gouverneur. Volontiers. Ah bon, ouvrez. Oui, monsieur le gouverneur. Laissez-moi passer. Je veux parler au gouverneur. Soldats, croisez les baïonnettes. Reculez-vous, monsieur l'inspecteur général. Je vous en supplie. Pitié, je veux voir le gouverneur. Je suis le gouverneur. Et voici monsieur l'inspecteur général des prisons. Que demandez-vous? Je veux savoir quel crime j'ai commis. Je demande que l'on me donne des juges et que mon procès soit instruit. Je demande que l'on me fusille si je suis coupable, mais aussi que l'on me mette en liberté si je suis innocent. Êtes-vous bien nourri? Oui, je le crois, je n'en sais rien, cela importe peu. Ce qui importe, c'est qu'un innocent ne soit pas victime d'une dénonciation infâme et ne meure sous les verrous en maudissant ses bourreaux. Vous êtes bien humble aujourd'hui. À quelle époque avez-vous été arrêté? Le 25 février 1815 à 2h de l'après-midi. Nous sommes le 30 juillet 1816. Il n'y a donc que 17 mois que vous êtes prisonnier. Que 17 mois? Oh, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est que 17 mois de prison. 17 années, 17 siècles. Ayez donc pitié de moi, monsieur. Et demandez pour moi non pas l'indulgence, mais la rigueur, non pas une grâce, mais un jugement. On ne peut pas refuser les juges à un accusé. C'est bien, on verra. En vérité, monsieur le gouverneur, ce pauvre diable me fait de la peine. En remontant, vous me montrerez son livre d'écho. Certainement, monsieur l'inspecteur général. Monsieur, je comprends au son de votre voix que vous êtes ému. Monsieur, dites-moi d'espérer. Mais je ne puis vous dire cela. Je puis seulement vous promettre d'examiner votre dossier. Oh, alors, monsieur, je suis libre. Je suis sauvé. Qui vous a fait arrêter? Monsieur de Villefort. Monsieur de Villefort n'est plus à Marseille depuis 1 an, mais à Toulouse. Oh, ben alors cela ne m'étonne plus. Mon seul protecteur est éloigné. Monsieur de Villefort avait-il quelques motifs de haine contre vous? Aucun. Et même il a été bienveillant pour moi. Je pourrais donc me fier aux notes qu'il a laissées sur vous, ou qu'il me donnera. Et entièrement, monsieur. C'est bien. Dans ce cas, attendez. Allons, monsieur le gouverneur, continuons notre visite. C'est l'abbé que nous allons voir maintenant? Oui, comme je vous l'ai dit, il est ici depuis 1811. Comment s'appelle-t-il? L'abbé Faria, le numéro 27. Un prisonnier d'un tout autre genre, vous verrez. Il se prétend millionnaire. Alors, que demandez-vous? Moi, monsieur? Je ne demande rien. Je suis agent du gouvernement. J'ai mission de descendre dans les prisons et d'écouter les réclamations des prisonniers. Oh, alors, monsieur, c'est autre chose. Et j'espère que nous allons nous entendre. Cela commence comme je le prévoyais. Monsieur, je suis l'abbé Faria, né à Rome. J'ai été 20 ans secrétaire du cardinal Rospigliosi. J'ai été arrêté, je ne sais trop pourquoi, vers le commencement de l'année 1811. Depuis ce moment, je réclame ma liberté des autorités italiennes et françaises. Pourquoi près des autorités françaises? Parce que j'ai été arrêté à Piombino et que je présume que, comme Milan et Florence, Piombino est devenu le chef-lieu de quelques départements français. Diable. Mon cher, vos nouvelles de l'Italie ne sont pas fraîches.
Elle date du jour où j'ai été arrêté. Sa Majesté l'Empereur n'aurait-il pas accompli le rêve de Machiavel et de César Borgia, qui était de faire de l'Italie un seul et unique royaume? Monsieur, la Providence a heureusement apporté quelques changements à ce plan gigantesque. Mais ne me faites pas perdre de vue la mission qu'il me faut accomplir. Avez-vous quelques réclamations à formuler? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais bien de révélations de la plus haute importance et du plus haut intérêt, et que j'ai à faire au gouvernement. Nous y voici. C'est pourquoi je suis si heureux de vous voir. Quoique vous m'ayez dérangé dans un calcul fort délicat qui, s'il réussit, changera peut-être le système de Newton. Pouvez-vous m'accorder la faveur d'un entretien particulier? Que vous disais-je, monsieur l'inspecteur général? Monsieur, ce que vous demandez est impossible. Cependant, s'il s'agissait de faire gagner au gouvernement une somme énorme, une somme de 5 millions, par exemple. Le gouvernement est riche et n'a, Dieu merci, nul besoin de votre argent. Gardez-le donc pour le jour où vous sortirez de prison. Monsieur, jurez-moi sur le Christ de me délivrer si je vous ai dit vrai, et je vous ai dit vrai, et je vous indiquerai l'endroit où mon trésor est enfoui. Sur ma parole, si l'on ne savait pas que cet homme est fou, on croirait qu'il dit la vérité. Je ne suis pas fou, et je dis la vérité. Bien, bien. Alors, dites-moi si l'on vous nourrit bien ici. Allez-vous-en. Vous ne m'intéressez plus. En fait, s'il était vraiment riche, il ne serait pas en prison. C'est assez pour aujourd'hui, monsieur le gouverneur. Allons plutôt jeter un œil sur le cahier d'écrou de ce jeune homme. Ah, voilà. Ici, le numéro 34. Edmond Dantès, bonapartiste enragé, a pris une part active au retour de l'île d'Elbe, à tenir au plus grand secret et sous la plus stricte surveillance. Mais, dites-moi, monsieur le gouverneur, cette note n'est pas de la même écriture que l'acte d'écrou. Qui donc a porté cette annotation complémentaire? Monsieur de Villefort lui-même? « 3 septembre 1818. Ta pitance, numéro 34. Est-ce que tu as pu parler au nouveau gouverneur? Ouais. Alors? Qu'est-ce que tu croyais? C'est non. Mais pourquoi? Le gouverneur dit que si tu demandes un compagnon de cellule, c'est pour préparer ton évasion. J'ai dit qu'on pouvait même me donner l'abbé fou. C'est non, je te dis. Oh, je veux mourir. Je veux mourir. « 10 octobre 1822. J'ai cessé de compter les jours. Perdu dans le temps. J'ai voulu mourir de faim, et je n'ai pas su.
Le silence me rendrait fou. S'il n'y avait les grignotements des rats et leurs petits cris perçants. Quel est cet animal? Mon Dieu, si c'était un autre prisonnier... Eh bien, t'en fais une tête, le 34. On dirait que tu as... Est-ce que c'est aussi mauvais que d'habitude ce que tu m'apportes? Hein? On veut donc m'empoisonner? Goûte donc ça, geôlier. Aurais-je un jour du pain frais, du bouillon chaud? Les pierres sont gluantes d'humidité ici. Je suis glacé, moi. Oh, l'ami, je ne suis pas sourd. Assez, tu me casses les oreilles. Non mais, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Ma parole, tu deviens vraiment fou, hein? Plus de doute. Ce n'est pas un rat. Ce ne peut être que quelques malheureux prisonniers comme moi qui travaillent à sa délivrance. Il faut tenter l'épreuve. Avec... Oui, cet escabeau. Oh, merci, mon Dieu. C'est un prisonnier. Ce ne peut être qu'un prisonnier. Je ne suis plus seul. Il me faut l'aider. Mais avec quoi? Ah, cette cruche. Un morceau. Il me semble bien que c'était de là que venait le bruit. Dessous mon lit. Essayons. Ah, c'est une chance que l'humidité ait amolli cette pierre. Il m'a entendu. Courage, camarade. Je viens. « 7 décembre 1822. Ça y est. Cette fois, j'en suis sûr, la pierre a bougé. Elle est décellée. Il faut que je la sorte de son trou. J'ai réussi. Voyons maintenant ce trou. Mais vers où creuser à présent? Vers le haut, vers le bas? Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Ne me laissez pas mourir dans le désespoir. Qui parle de Dieu et de désespoir en même temps? Oh. Ah, j'entends parler un spectre. Au nom du ciel. Vous qui avez parlé, parlez encore. Bien que votre voix m'ait épouvanté. Qui êtes-vous? Un malheureux prisonnier. De quel pays? Français. Votre nom? Edmond Dantès. Votre profession? Marin.
Depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis le 25 février 1815. Votre crime? Je suis innocent. Mais de quoi vous accuse-t-on? D'avoir conspiré pour le retour de l'empereur. Comment cela? L'empereur n'est donc plus sur le trône? Il a abdiqué à Fontainebleau en 1814. Et a été relégué à l'île d'Elbe. Mais vous-même, depuis combien de temps êtes-vous ici qui ignoriez tout cela? Depuis 1811. Bon, maintenant ne creusez plus. Seulement, dites-moi à quelle hauteur se trouve l'excavation que vous avez faite. Au ras de la terre. Comment est-elle cachée? Derrière mon lit. A-t-on dérangé votre lit depuis que vous êtes en prison? Non, jamais. Sur quoi donne votre chambre? Sur un corridor. Quel corridor? Il aboutit à la cour. Hélas. Qu'y a-t-il? L'imperfection de mes dessins m'a abusé et j'ai pris le mur que vous creusiez pour celui de la citadelle. Mais alors vous aboutissiez à la mer. C'est ce que je voulais. Et si vous aviez réussi? Je me jetais à la nage, je gagnais une des îles qui environnent le château d'If et j'étais sauvé. Ainsi tout est perdu. Tout. Rebouchez votre trou avec précaution. Ne travaillez plus, ne vous occupez de rien et attendez de mes nouvelles. Mais qui êtes-vous? Dites-moi au moins qui vous êtes. Je suis le numéro 27. 27. À demain. Est-ce vous, numéro 27? Oui. Votre geôlier est-il parti? Oui. Il ne reviendra que ce soir. Nous avons 12 heures de liberté. Je puis donc agir? Oui. À l'instant même, si vous voulez. Ah, dans ce cas... Me voici. Le numéro 27, c'est moi, mon ami. Je puis vous conter mon histoire. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 5e épisode, L'abbé Faria. Avec Edmond Dantès, Pierre Santini. L'abbé Faria, Louis Arbessier. Monsieur de Beauville, Jacques de Gore. Le gouverneur, Jean-Pierre Moreux. Brabant, Louis Amiel. Le geôlier, Jacques Bouvier. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.